Mesdames et messieurs, je prie de souhaiter la bienvenue à Madame Sun Chuan, vice-premier ministre de la République populaire de Chine. Bonjour Héloïse Dufour. Bonjour Claude Tran. Vous revenez de Chine, vous y faisiez quoi? Alors, je participais à une conférence de l'UNESCO, co-organisée avec le ministère de l'Éducation chinois, une conférence internationale où il y avait environ 60 ministres de l'Éducation pour réfléchir sur l'intelligence artificielle en éducation. Et pourquoi donc avez-vous été invité dans cette conférence internationale? Alors, j'ai été invitée au titre du travail que nous réalisons à Le Plus Important et du rapport que nous avons notamment commis spécifiquement sur la question de l'intelligence artificielle en éducation. Et donc, on a choisi cet angle de comment pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et qu'elle soit mise à disposition des enseignants et qu'ils puissent en saisir. Le deuxième angle qu'on a vraiment choisi, ça a été celui des élèves à besoins spécifiques. Sachant qu'aujourd'hui, ils sont estimés à quelque chose comme 20-25%, parce qu'on parle des élèves qui ont un handicap, on parle des élèves précoces, on parle des élèves qui vont avoir des troubles du comportement. Et puis tout simplement, si on réfléchit à soi personnellement, on a tous à un moment de notre vie sur des sujets particuliers été des élèves à besoins spécifiques selon les sujets. D'où l'importance pour nous de, dès le départ, réfléchir ces solutions en fonction justement de cette diversité de tous les élèves pour pouvoir permettre l'amélioration de l'apprentissage de chaque élève. Alors racontez-nous, ça s'est passé comment? Déjà, c'était une très grande conférence avec quelques représentants par pays de l'ensemble du globe, donc une conférence majeure qui posait donc une question cruciale à l'heure du développement de l'intelligence artificielle. Que pouvons-nous en faire dans l'éducation? Que s'y fait-il déjà? À quoi devons-nous faire attention? Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 jours à Pékin. Et la mairie de Pékin était d'ailleurs également co-organisatrice. Dans ces propositions que Hashtag Le Plus Important a fait et que vous représentiez, est-ce que vous êtes intervenu dans cette conférence pour expliquer un petit peu ce qu'il en était? Tout à fait. J'ai donc présenté les principales conclusions du rapport que nous avons écrit avec donc le département éducation de Le Plus Important sur la question de l'intelligence artificielle en éducation. Rapport que nous avions décidé de centrer sur une question particulière, puisque l'intelligence artificielle offre de nombreuses promesses. Ce qui nous est apparu évident, c'est que ces promesses, aussi belles qu'elles soient, ne pourront pas être tenues si les enseignants ne s'emparent pas de ces outils. Nous avons souhaité réfléchir spécifiquement à la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les enseignants et les conditions qui pourraient amener les enseignants à s'en emparer. Mais nous avons également souligné dans notre rapport les points de vigilance auxquels il fallait porter attention dans le développement de ces outils. Alors je ne vais pas les développer, mais je pense notamment aux points de vigilance éthique, pédagogique, sociale, technique et économique. Et donc mon intervention a été l'occasion de rappeler également notre méthode de travail, qui est une méthode de co-construction qui permet déjà d'améliorer la qualité de ce qui est produit, puisque nous avons travaillé en collaboration aussi bien avec les institutions, notamment le ministère de l'Éducation nationale, mais également des établissements d'enseignement supérieur, des représentants des parties prenantes tels que les représentants des professionnels, enseignants, également des représentants des parents, également des représentants de l'EdTech en France, et puis tout simplement des acteurs de terrain. Donc cette intervention a été l'occasion de faire le point et j'intervenais particulièrement dans une session qui était dédiée à cette question de l'intelligence artificielle et des enseignants. Au-delà de votre intervention, vous avez vécu l'ensemble, toutes les plénières de certaines séances de travail, je pense. Qu'est-ce qui vous a marqué plus particulièrement à Pékin dans cette conférence internationale? 2 choses. La première, c'était, on était à Pékin évidemment, donc une omniprésence de la Chine. Mais pas seulement une omniprésence de la Chine, évidemment, opération de communication sur ce que peut faire la Chine, mais c'était également une opération quelque part de vente, très clairement, de ce que la Chine avait à offrir.
On a très clairement senti qu'on était dans une époque effectivement où l'intelligence artificielle est un enjeu de souveraineté majeur et que la Chine plaçait ses pions. Tout d'abord, peut-être qu'il faut signaler par exemple que c'est la vice-première ministre de Chine qui est intervenue, qui démontre l'importance que la Chine apporte à ces sujets. Le ministre de l'Éducation chinois s'est exprimé à plusieurs reprises lors de cette conférence. Et on a eu également des représentants des entreprises chinoises et qui ont démontré la puissance de ce qu'ils étaient en train de produire, et toujours avec un message qui était de partage. Les Chinois sont prêts à partager ce qu'ils produisent, ils ont envie de développer des partenariats. Ce qu'on a vu par exemple, c'est le président de Weidong qui présentait les photos de Weidong aux côtés du président Macron, photos qui ont été prises à l'occasion notamment du rachat du groupe Demos, qui possède par exemple une école de commerce à Brest. Ce qu'on a vu également, ça a été la démonstration d'outils qui sont mis en œuvre, que ce soit des outils d'aide à l'apprentissage pour les élèves ou les étudiants, de traduction automatique, ou aussi des outils qui peuvent aider à l'orientation en fait des élèves, ou également au support des tâches et des fonctions enseignantes. Et globalement, ce qui ressortait de cela, c'était effectivement, d'une part, j'en ai parlé, cette volonté de la Chine de partager ses connaissances et donc de nouer des partenariats, mais également pour beaucoup de pays en voie de développement qui étaient présents, eh bien une demande forte qui était exprimée. On a vu se succéder à la tribune des ministres de l'Éducation qui exprimaient à quel point ils étaient un terrain favorable pour l'investissement parce que leur territoire était fibré, parce qu'ils avaient un terreau social favorable et donc une véritable demande. Et ce qui était marquant, c'était de voir en fait l'absence quelque part d'autres grands pays développés représentés à des niveaux importants, ou qui intervenaient sur des sujets qui ne permettaient pas forcément de faire une présentation ou une démonstration aussi imposante que celle que faisait la Chine. Alors, vous parlez d'éthique, vous parlez d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est aussi la data, donc des données personnelles. Il semblerait que l'UNESCO soit attaché à cet aspect-là. Comment cela a-t-il été présent dans les travaux de cette conférence ? Donc la question de l'éthique et des données a beaucoup été évoquée, notamment par la responsable de l'UNESCO, mais aussi par d'autres intervenants. En revanche, il me semble que c'est un mot qui a beaucoup été agité, on va dire, mais sur lequel il n'y a pas forcément eu de travail plus profond. Ce qui n'est pas forcément une surprise quand on sait un peu la différence d'approche que peuvent avoir, par exemple, les Chinois et les Européens sur la question, et je ne parle pas des Américains. Et en revanche, ce qui est ressorti, c'est qu'à l'issue de la conférence, un texte de consensus a été proposé, et ce qui ressort donc de ce texte de consensus, et ça reste l'idée que c'est à chaque pays d'adapter à ses propres contraintes et volontés la manière dont les données seront utilisées. Dans cette conférence, est-ce que des exemples de l'utilisation de l'intelligence artificielle ont été évoqués, présentés Mais, tout à fait. Alors on en a vu, je vais peut-être donner quelques exemples comme ça. On a vu un professeur de l'université de Nanjing, par exemple, qui présentait les travaux qu'ils étaient en train de faire sur des exercices guidés pour les élèves en fonction de leur niveau, des réponses qu'ils pouvaient donner aux questions, des connaissances ou des compétences qui pouvaient leur manquer, que du coup ils étaient réorientés vers d'autres ressources, d'autres exercices. Donc vraiment un parcours très individualisé, guidé pour les étudiants. Ce qu'on a vu aussi, ça a été des systèmes
de support dans la classe, à savoir des programmes qu'on peut lancer. Donc l'enseignant est dans la classe, mais on a un autre enseignant qui est en fait sur le tableau, qui est un enseignant virtuel, qui n'est pas à distance. C'est un programme qui fait que l'enseignant en fait s'adapte à comment la classe réagit, quel élève répond quoi, est-ce qu'il répond bien, si l'élève répond bien, l'enseignant virtuel demande au reste de la classe d'applaudir la réponse, par exemple. Ou ce qu'on a vu encore, c'est de la traduction automatique en live, donc un intervenant qui s'exprime en chinois et la traduction qui s'affichait directement en anglais. Voilà quelques exemples types de ce qu'on a pu voir. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on inverse quelque part l'interview, puisque Claude, vous étiez également à cette conférence en Chine. Il se trouve que le 3e jour de cette conférence était proposé d'aller visiter sur le terrain des choses qui étaient développées à Pékin. Il me semble que vous avez été dans un lycée. De quel lycée s'agit-il ? Il s'agit du Beijing National Day School, qui est un établissement public qui accueille 4300 élèves.